Bonjour Olivier Mourin. Bonjour, Bruno Léger. Pour rappel, vous êtes directeur général France de la foncière Vert-Eldave. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui. Évidemment, ma première question porte sur la cession de 4 de vos 6 centres commerciaux français à Lighthouse Capital pour 305 millions d'euros. Pouvez-vous nous rappeler la genèse de votre sortie du marché français, initiée en 2020, et nous en dire plus sur ces transactions? Oui, bien sûr. Avant de commencer par la jeunesse, je voudrais vraiment rappeler le travail fantastique qui a été fait par les équipes VRLDAF tout au long de quasi cette année, en fait, hein. Les chiffres parlent pour nous, j'en citais juste quelques-uns. Donc, on a investi 100 millions d'euros dans différents projets de rénovation, de restructuration, d'extension. Il y a eu une baisse constante des charges afin de réduire la pression sur nos locataires. On a doublé les revenus de specialty leasing. On a signé, ça c'est pas neutre, 450 actes commerciaux, ce qui représente aujourd'hui le nombre de baux qu'on gère. Donc on a renouvelé quasiment l'équivalent de notre état locatif. Enfin, en tout cas, on a signé l'équivalent de notre état locatif. On a une fréquentation, bien sûr avant Covid, hein, qui s'est maintenue, voire légèrement appréciée, et un taux d'occupation qui est resté, qui a oscillé entre 92 et 95%, c'est-à-dire qu'on a tenu la barque sur l'occupation de nos centres pour les laisser attractifs. Et dernier état qui est important parce que c'est un indicateur qui est assez clé ces temps-ci, c'est le taux de recouvrement. Pour donner une information, à fin 2020, notre taux de recouvrement des loyers et des charges était de 90%, ce qui sur le marché est plutôt pas mal, hein. Donc, on a plutôt bien performé. Donc, en synthèse, je pense que je n'aurai de cesse de remercier les équipes Vereda pour leur engagement tout au long de ces années. Donc, vous aurez compris que la jeunesse n'est pas là. La jeunesse est ailleurs. Il y a une réflexion qui s'était engagée au niveau du groupe en 2019 sur le devenir des centres commerciaux et leur évolution vers un schéma où la part de retail se réduirait au profit d'autres activités de type médical, loisirs, bureaux, hôtellerie, voire même résidentiel. Nous, on avait en France déjà entamé une partie de ce virage sur le médical et loisirs. Donc, on avait pris ce virage il y a quelques années déjà, mais une réflexion de groupe était bien plus large et lancée déjà dès 2019, très aboutie. Cette stratégie appelée Full Service Center, forcément implique une transformation très forte. Elle se doit aussi d'être brandée, hein, parce qu'elle va impacter fortement le groupe. Donc, il faut mettre son image dessus, une certaine notoriété, et va, par extension, nécessiter des investissements très lourds. Et l'acceptation vis-à-vis du marché, c'est toute la communication qui est liée là-dessus, sur une période de temps donnée d'une perte de valeur. Euh, Si on revient sur la France, c'est malgré la qualité reconnue des équipes et des actifs, Veredav détient aujourd'hui une part de marché qui est trop faible par rapport à la part de marché qu'on a en Belgique, aux Pays-Bas, pour que le changement ait un impact réellement visible. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on a déjà lancé cette année de nombreux projets de création de valeur et on avait revu notre mix merchandising. On l'a refondu, on l'avait revisité, ce qui fait que la marge de manœuvre qu'on avait était plutôt restreinte, voire trop impactante financièrement. Et de toute façon, cette transformation en France n'aurait pas pu s'intégrer sur le calendrier de 5 années que s'était fixé le groupe, l'horizon de 5 ans que s'était fixé le groupe pour aboutir à cette transformation. Donc, comme j'ai dit plus tôt, cette stratégie de Full Service Center nécessite un financement important qui ne pouvait de toute façon se faire uniquement que par l'arbitrage d'actifs. C'est pour ça que la décision a été prise début 2020, comme vous le spécifiez juste avant, de vendre plusieurs actifs à la fois aux Pays-Bas. Donc, je crois qu'il y a 6 actifs qui ont été vendus aux Pays-Bas, et également, malheureusement, de se séparer du portefeuille France, hein, pour se recentrer sur la Belgique et les Pays-Bas. Votre portefeuille France ne comprend plus que 2 actifs, Côté Seine à Argenteuil et Mériadec à Bordeaux. Avez-vous pour ambition de les céder d'ici la fin de l'exercice en cours ou sinon à quelle échéance? Alors, 2 actifs, c'est peu, effectivement, et on n'a pas vocation à les conserver sur une longue durée, c'est évident. Pour autant, il n'y aura pas de précipitation dans nos décisions de cession. On vient même d'ailleurs pendant cet été de valider avec le board hollandais, notre actionnaire principal, le lancement du projet du Food Hall à Mériadec à Bordeaux. Donc voilà, donc en synthèse, ces actifs seront cédés, vraiment c'est clair entre nous, lorsque les offres correspondront aux attentes. D'accord. Dernière question, quelle est votre vision
du marché immobilier des commerces en France? Un marché clairement impacté par la crise et par des grandes tendances sociétales. À mon sens, et ça je pense qu'on est tous d'accord, je vais enfoncer une porte ouverte, les centres commerciaux et le commerce physique en général ne sont plus les lieux uniques de commerce pour les enseignes et les clients. Hein, le e-commerce s'est invité largement à la table et rebat, comme attendu, les cartes du commerce traditionnel. Ça je pense qu'on a tous fait acte de ça. Maintenant, le commerce électronique amène également des choses plutôt intéressantes, hein, le commerce physique a dû également intégrer dans son modèle économique. Ça intègre de la simplicité, c'est de l'immédiateté, c'est de la flexibilité. Mais pour autant, dès qu'on arrive sur le contact humain, le contact produit, l'expérience ou l'échange, bah, c'est absent. Voilà. Donc, on a bien vu lors de la réouverture des centres commerciaux en mai dernier, l'engouement des gens pour sortir, pour parler, avec d'autres personnes, et également aux équipes de vente qui sont dans les boutiques, toucher la marchandise, essayer, et ce malgré les jauges, hein, et les contraintes imposées, hein, c'était bien au-delà de nos attentes, hein, très clairement. Donc on sent bien qu'il y a quand même une logique par défaut et une tendance naturelle quand même à aller vers les boutiques. Donc il y a une certaine grande complémentarité vers ça. Il y a beaucoup d'enseignes chez nous qui ont adopté cette stratégie omnicanale, qui allie le physique et le digital. C'est une stratégie qui reste coûteuse, cependant, ça reste coûteux, ça nécessite une logistique vraiment appropriée. Pour autant, ce qu'on voit, c'est que c'est le click and collect qui est le plus largement quand même développé dans nos enseignes. Et là, la complémentarité est évidente, c'est-à-dire que de chez vous, vous pouvez commander, vous venez récupérer si vous le souhaitez, et vous venez récupérer dans les centres, ou là en tout cas le point d'accueil que vous avez choisi. Et bah, du coup, c'est au commerçant, au centre commercial de faire ce qu'il faut pour que cet achat soit pas unique, mais qu'il y en ait d'autres derrière. Donc voilà, donc là, il n'y a pas, je vois dans cette tendance qui n'est pas uniquement sociétale, c'est une tendance de consommation. À ce stade, pour moi, dans nos relations et les enseignes sur leur stratégie omnicanale, je ne vois pas une cannibalisation du marché. Maintenant, il y a les pure players e-commerce, hein, de type Amazon ou autre. Et là, la problématique est très différente, non pas sur la concurrence commerciale, parce que ça, c'est notre travail de l'intégrer, et toute concurrence est bonne à prendre, parce qu'elle amène forcément en général quelque chose. Là, la problématique est sur l'iniquité, notamment fiscale, avec le commerce physique. Donc voilà, juste, on ne joue pas à armes égales aujourd'hui, on n'est pas contre la concurrence, on veut juste jouer à armes égales. On ne demande pas à payer moins de taxes, on aimerait, mais on ne demande pas à payer moins de taxes, mais en tout cas, à minima, avoir une égalité de traitement par rapport à cette fiscalité. Et ce serait intéressant de voir dans ce cas-là quelle serait la valeur ajoutée qui serait créée pour venir combler justement cette pression financière additionnelle. Alors, la crise sanitaire, et ça c'était un vos point, a bien sûr été un accélérateur à ce mode de consommation, de e-commerce un peu par défaut. Mais parallèlement, ou de façon opposée, on voit bien qu'il y a aussi une tendance, une mode au consommer local, aux filières courtes. Donc c'est qui est complètement à l'opposé justement de ces logiques de un peu de logistique, de livraison chez soi, une volonté également de se rapprocher de son commerce local qui nous va très bien également parce que chaque centre a une approche locale. Donc on ne souffre pas de ça. Donc maintenant, si on devait parler d'un impact positif du Covid, je fais un aparté là-dessus, parce qu'il y en a eu un, je pense que ça a été celui de fédérer enseignes et bailleurs, hein, autour, et ça c'était assez nouveau, en tout cas c'était pas fait depuis longtemps, autour d'intérêts évidemment communs, notamment dans toutes les discussions qu'on a pu avoir avec l'État, le gouvernement, et nos intérêts sont évidemment communs, en quoi que ce soit. Donc, et on s'est retrouvé sur cette ligne et j'espère que ça va durer. Enfin, je vais finir sur une tendance sociétale qu'on a tous vue et peut-être que vous l'avez vu aujourd'hui. Et en tout cas, j'utilise assez peu, mais je pourrais l'utiliser beaucoup plus. Et j'ignore encore la portée, celle du télétravail, qui est souvent la tendance la grande inconnue dans l'équation aujourd'hui. C'est pas la seule, mais c'est la grande inconnue. Et notamment, quel sera son impact dans les grandes villes? J'imagine un peu plus négatif, en tout cas on l'estime un peu négatif. Par rapport à la province, on voit plutôt un impact positif. Je ne sais pas si c'est une tendance de long terme. Si c'est une tendance de long terme, dans ce cas, je pense que ça ne touchera pas que le commerce, ça va toucher aussi les bureaux, l'hôtellerie, business. Et là où j'arrive pas à appréhender, c'est quelles seront les alternatives que ça va provoquer, quels seront les effets d'aubaine que ça va générer. Le Covid a accéléré certains modes de consommation, on l'a bien vu, aussi par défaut, comme je le disais auparavant, mais, et ça, j'en parle aujourd'hui, mais je pense qu'on en parle assez peu, et pourtant c'est un peu l'objet de discussions au quotidien. Le Covid a également fait émerger certaines craintes, à la fois chez nos commerçants, mais également chez les bailleurs.
et entamer une réflexion un peu plus large également, assez nouvelle sur nos partenariats. Donc, si je devais conclure sur c'est quoi les tendances, c'est quoi ce qui émerge le plus, j'ai envie de dire aussi quel sera le prochain défi auquel le commerce doit faire face si on souhaite intégrer l'ensemble de ces évolutions et retrouver aussi une forme d'équilibre dans les discussions avec des commerçants d'aujourd'hui et de demain. Je pense que ce défi sera de faire évoluer le cadre juridique qui régit nos relations et qui clairement aujourd'hui devient contre-productif face à ces nouvelles tendances et leurs conséquences. Très bien, Olivier Mourin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir répondu aux questions de BITV aujourd'hui. Bah, merci à vous, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.